écrit un ouvrage entre 2017 et 2018, publié en 2020. Le titre de l'ouvrage, c'est Les chemins de la dignité. Afrique noire, une nouvelle voie s'impose. Ce qui m'a poussé à écrire, disons, j'ai jamais pensé un jour écrire un ouvrage, mais quand même, je suis un lecteur comme tout le monde. Et j'ai l'habitude, lorsque je lis, je prends note. Je prends beaucoup de notes. Et un jour, voilà, je me suis mis à essayer d'écrire cet ouvrage. Il est vrai qu'au début, après avoir écrit quelques paragraphes même, je me suis dit, écoute, de toute façon, dans ma famille, personne n'est écrivain. Pourquoi je vais me fatiguer, m'épuiser à écrire? Parce que j'écris d'habitude le soir. J'écris à partir de 23h jusqu'à 2h du matin et j'arrête. Et cet ouvrage, disons que c'est un propos politique. C'est faute d'avoir du mieux dans l'échiquier politique. Indépendamment de l'échiquier politique, mais disons l'image que le continent africain dégage, faute d'avoir des hommes politiques qui nous font rêver. On peut voler au peuple leur rêve. Parce que les hommes politiques africains, quand même, ils ont réussi cela. C'est très difficile de voler à un peuple ses rêves, mais les hommes politiques africains, quand même, ils ont réussi à le faire. Et cela se matérialise, je pense, que par la traversée de la Méditerranée. C'est parce que lorsqu'on arrive à un moment où on n'a plus d'espérance, c'est à partir de ce moment qu'on peut être disposé à affronter la mort. Parce que traverser le désert, essayer d'enjamber la Méditerranée pour rejoindre le continent européen, d'autant plus que ceux qui sont en Afrique, ils savent pertinemment que l'Europe n'est pas un Eldorado. Donc, j'ai essayé de me faire plaisir d'abord. C'était le premier objectif, de consulter l'histoire. Parce que les chemins de la dignité, c'est l'itinéraire du continent africain d'abord. Parce que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a déstructuré l'organisation politique, économique, sociale, et qu'est-ce qui a fait une destruction culturelle de l'homo africain. Parce que le peuple africain qui a subi les deux phénomènes les plus cruels. Le premier phénomène, c'était la traite arabo-musulmane, avec les razzias négrières. Et le second phénomène, c'était ce qu'on a appelé la traite négrière, même si moi je récuse ce vocable, parce que pour moi une traite, ça suppose qu'il y ait des échanges, qu'il y ait à la fin chacun qui y trouve son compte. Alors que la traite transatlantique, qui est totalement différente de par son histoire, de par sa forme, avec la traite arabo-musulmane, puisque durant la traite arabo-musulmane, quoi qu'on puisse dire, il y avait des capitales africaines, il y avait des empires, il y avait des villes, on y travaille les métaux, il y avait de l'intelligence, il y avait de la créativité, et les Africains n'étaient pas encore détruits. Alors qu'avec la traite négrière quand même, l'Afrique a cessé de produire. L'Afrique devenait, disons, comme dit Bouenga Bongo Bong, c'est un Camerounais quand même, il a écrit un ouvrage remarquable, même si c'est très difficile à retrouver, lorsque l'Africain était l'or noir de l'Europe. Et parce que lorsque la traite négrière a connu son apogée, le continent africain ne produisait plus. On était juste, voilà, un pourvoyeur d'hommes pour le nouveau monde, l'Amérique. Et donc j'ai essayé de comprendre d'abord ces phénomènes avec la colonisation qui s'en est suivie, puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation. Parce qu'à un certain moment, quand même, ce sont les Américains plutôt qui avaient exigé à leurs alliés, les Britanniques comme les Français, de décoloniser, parce qu'il n'était pas question quand même que l'Union soviétique vienne sur le continent africain. Donc c'était en période de guerre froide. Il fallait totalement
décolonisée. Donc les Européens en ont profité pour transférer le pouvoir à un personnel qu'eux-mêmes ils avaient préparé à cela. Il faut, je pense, hein, c'est Hamoud Ali Dieng qui l'a dit. Il dit que le bac que les Senghor avaient ne signifiait pas baccalauréat. En réalité, c'était le brevet d'aptitude coloniale. Donc, c'était des Africains à qui on avait formé pour qu'ils puissent perpétuer un système de domination. Donc, les chemins de la dignité, c'est aussi parler du monde contemporain. Donc, je parle des phénomènes coloniaux et d'esclavage. Je ramasse un peu notre monde actuel avec les plans d'émergence. Donc une pensée exogène, parce que quand même, chez nous au Sénégal, je pense c'est McKinsey. Il y a également au Gabon, il y avait Performance Group. Donc ce sont des cabinets qui ont conçu pour nous, voilà, comment on peut sortir l'Afrique de l'ornière. Mais je ne me suis pas arrêté à cela, parce que c'est bien de ressasser le passé, parce qu'il faut comprendre d'où on vient. Mais le plus fondamental, il ne s'agit pas, par exemple, de faire des poupées noires pour voilà, créer ou susciter une estime de soi. Nous sommes dans un monde, l'Afrique n'est pas ailleurs, l'Afrique fait partie du monde. Et ces phénomènes que nous avons subis, d'autres également peut-être ont subi d'autres phénomènes moins violents, certes, mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Aujourd'hui, le monde, à mon avis, est confronté, disons, à 4 grandes problématiques. Nous avons la problématique, disons, de la raréfaction des ressources naturelles et les enjeux climatiques. Parce que voilà, le capitalisme a conduit l'humanité dans un productivisme où on suscite des désirs, où on crée des solutions alors qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la démocratisation des sociétés. Partout en Europe, dans les pays avancés, en Afrique, il y a un recul de la démocratisation des sociétés. Parce que démocratiser une société, c'est un processus. Donc il n'y a pas de démocratie africaine, il n'y a pas de démocratie européenne. C'est un processus. On peut avoir des reflux, on peut comme progresser. Donc ça, c'est une grande problématique de notre époque. Une autre problématique, c'est, disons, la démographie en Afrique. En Afrique, les gens considèrent que voilà, nous faisons trop d'enfants, mais à y regarder de près, l'Afrique, quand même, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et 30 millions de kilomètres carrés, c'est les 9 millions de kilomètres carrés des États-Unis d'Amérique, c'est les 9 millions de la Chine, c'est, disons, les 5 millions de l'Union européenne. Vous pouvez encore mettre l'Inde et ses 2 millions de kilomètres carrés. Donc l'Afrique, elle est vaste. Et la population, elle est faible, on n'est que 1,5 milliard. Donc, ce qui fait qu'on a une densité de moins de 50 habitants au kilomètre carré. Donc, ça, c'est une réelle problématique. Il faut, évidemment, que l'Afrique organise, parce que c'est ce qui nous manque en réalité. Les Africains ne s'organisent pas. Et donc, j'ai dit, oui, c'est bien qu'il y ait des activistes, voilà, voilà. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la volonté de construire une puissance africaine. Et construire une puissance africaine, c'est par étapes. Il faut, me semble-t-il, aller d'abord vers une réorganisation de l'existant. L'existant, ce sont les communautés régionales. Et dans mon ouvrage, je dis il faut aller vers Addis Abeba. Et qu'est-ce que j'appelle aller vers Addis Abeba? C'est constituer les 4 communautés régionales. C'est-à-dire faire une communauté politique en Afrique de l'Ouest, constituer une communauté politique en Afrique centrale, constituer une communauté politique en Afrique australe et une communauté politique en Afrique de l'Est. Et à ces communautés politiques, il faut faire de réels transferts de souveraineté. Le premier domaine, c'est la sécurité et la défense. Il est impératif quand même que l'Afrique puisse démettre l'ensemble des bases militaires qui se trouvent sur notre continent. C'est une honte ce qui se passe à Djibouti. À Djibouti, vous avez tous les petits pays. Vous avez la France qui a ses bases militaires. Vous avez la Chine, c'est une grosse puissance. Vous avez les États-Unis d'Amérique. Vous avez même les Émirats, ils ont cherché à avoir une base. Parce que c'est l'illusion de puissance qui exige que voilà, quand vous voulez être invité à la table des puissants, d'avoir des bases militaires ou d'essayer d'avoir des précarés.
Donc il faut que l'Afrique résolve enfin ce souci, cette problématique de la sécurité et de la défense. Attends, ton ami Momo t'a dit 5 minutes. Hein. Momo est venu te voir. D'accord, Momo est venu te dire. Je sais que vous avez établi une règle en disant qu'il faut que les gens posent des questions. Oui, tout à fait, c'est ça. À titre exceptionnel, tu vas lui poser. Non, je termine. Une minute, je termine. Okay. C'est des amis, hein. D'accord. Je sais bien. Okay. Et donc le deuxième domaine dans lequel l'Afrique doit mutualiser ses forces, c'est la diplomatie. Ça ne sert à rien durant l'Assemblée des Nations Unies à New York que chaque président africain vienne parler 5 minutes alors que personne ne l'écoute. Parce que l'Afrique, elle est faible. Quand on est faible, nous sommes dans un monde où ce sont les rapports de force qui commandent les relations internationales. Donc il faut se donner les moyens de ces combats. Et si l'Afrique arrive à avoir une diplomatie, ne serait-ce au niveau de ces 4 communautés régionales, peut-être l'Afrique sera audible. Le troisième domaine, c'est l'éducation. Il faut créer une école africaine, puisque l'école que nous avons héritée quand même, c'est une école qui forme des gens pour poursuivre, perpétuer un modèle dans lequel le continent est un pourvoyeur de ressources naturelles et un réceptacle de la production étrangère. Donc ça ne sert à rien. Ça crée des complexes, je ne veux pas trop en parler. Et le dernier domaine, c'est l'économie. Parce qu'à la fin de la journée, il faut que l'Afrique quand même arrive à maîtriser ses ressources, que l'Afrique dispose de l'autonomie de décision pour choisir quoi produire, comment les produire et comment les distribuer. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je ne savais même pas quoi dire. Mais Adama, tu arrêtes ça. Ne me dis pas, je ne savais même pas quoi dire. Hein. Adama, on t'a dit de terminer positivement. Ça, c'est Adama, ça. Alors, tu voulais lui poser ta question. Pose-lui, mais il répondra après. Hein. Même moi, j'ai 2 questions, mais ce sera après. Voilà. Ce sont 2 grands amis. Hein, donc, voilà. Il fait partie de...